Bonjour à tous. Je m'appelle Géraldine Selosian, je suis directrice marketing et communication chez Daveo. On est ravis de vous accueillir si nombreux pour ce webinaire d'ouverture d'Avril Agile. 20 ans après le manifeste, qu'en reste-t-il? Alors, je suis sûre que cette question vous taraude tous les soirs, donc ne vous inquiétez pas, on répondra à toutes vos questions à ce sujet lors de la session questions-réponses qu'on vous proposera en fin de webinaire. Merci à Marc Marliot, qui est directeur de l'offre Agile chez Daveo, et à Alexandre Bienvenu, Scrum Master, ainsi qu'à toute la communauté Agile pour leur soutien et leur participation à concevoir ces événements. Alors, Avril Agile, c'est quoi? Avril Agile, c'est une série d'événements créés il y a 2 ans avec un objectif simple, transmettre notre passion pour l'agilité, aussi bien aux curieux qu'aux jeunes diplômés ou encore aux experts du secteur, un bon mix selon nous. Et ça, c'est tous les jeudis du mois d'avril. Et cette année, on n'a pas chômé, c'est pas moins de 9 webinaires gratuits que nous vous proposons. Alors, chez Daveo, nous sommes convaincus que l'agilité, c'est avant tout un état d'esprit et que rien ne sert de transformer les organisations si les équipes ne sont pas sensibilisées en amont au mindset agile. Alors, je vous promets de faire très bref, mais c'est important de vous présenter Daveo. Alors nous, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'ai vu beaucoup de noms qu'on connaissait sur le chat. Nous sommes un cabinet de conseil en technologie et management et nous avons 4 offres. Donc, bien évidemment, l'agilité, une de nos offres historiques créées quelques années après le manifeste. L'offre produit et également l'offre technologie et cloud. Et pour finir cette présentation rapide, donc nous regroupons 320 collaborateurs en France sur 5 agences. Alors, ces collaborateurs, justement, nos collaborateurs, nos ambassadeurs, conçoivent de plus en plus du contenu collaboratif, comme des livres blancs. On vous proposera de le télécharger pour ceux qui n'ont pas encore consulté. À la fin de ce webinaire, vous verrez un petit call to action s'afficher. Et sans plus attendre, parce que je vois que vous êtes très impatients de démarrer. Ah, il y avait eu un petit problème dans mes slides. Vous n'avez pas vu ce slide-là. Donc, je vais inviter Marc Marliot à nous rejoindre sur scène et Alexandre Bienvenu. Et j'en profite en attendant pour vous montrer comment ça va fonctionner pour les questions. Vous avez vu, vous avez à côté du chat, vous avez un onglet questions qui vous permet de les poser plutôt à cet endroit-là. Comme ça, on peut retrouver, les localiser plus facilement sur le chat. Ça risque d'être plus vite perdu. Et n'hésitez pas à liker les questions qui vous intéressent le plus. On traitera celles-ci en priorité. Excellent webinaire à tous et que l'Avril Agile soit ouvert. Hello Géraldine, hello à tous, salut Alexandre. Aujourd'hui, on est sur le lancement d'Avril Agile, comme tu as pu le dire, un événement qu'on a lancé il y a 2 ans. Aujourd'hui, Covid oblige, en remote complet. On va faire d'un inconvénient un avantage. Ça nous permet, au lieu d'avoir des événements localisés sur chacune des agences, en fait, d'avoir des événements nationaux où chacun peut participer. Mais on va peut-être commencer tout simplement par se présenter. Alexandre, dis-moi qui t'es. Alors moi, c'est Alexandre Bienvenu. Du coup, comme vous l'avez compris, je suis chez Daveo à Lille, sur le site de Lille, et je suis Scrum Master. Et je commence par une petite confidence. Vous verrez que dans Scrum Master, moi, j'aime ni le mot Scrum ni le mot Master, mais on y reviendra en cours de présentation. Top. Et donc, moi, je suis Marc Marliot, un jeune papa d'un petit Marty McFly, que j'aide à grandir au quotidien. Et ça tombe bien parce que chez Daveo, je suis responsable de l'offre agile et product management. Et j'essaie de faire grandir nos communautés au quotidien. Donc, tout va bien. On a pris le parti 20 ans après le manifeste de se poser la question de est-ce qu'il est toujours pertinent, qu'est-ce que ça apporte. Et pour être capable de répondre à ces questions, on va passer un petit peu par le passé pour aller au final vers le futur et répondre si possible à toutes vos questions que vous allez pouvoir poser dans l'onglet questions sur Livestorm pour qu'on puisse passer une demi-heure ensemble à répondre à ces différentes questions. Alors, si on avance, l'histoire, donc 2001, le manifeste, on l'a dit, on le redit, on le redit, 17 personnes dans le Colorado pour se poser la question de comment améliorer le développement logiciel. 2007, on a eu de l'agilité à l'échelle. Alors, on va pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais dans les questions, si ça vous intéresse, on pourra aller sur le sujet avec grand plaisir. 2009, une année forte, le Scrum Guide et le manifeste du software craftsmanship dont on parlera juste après. Le Scrum Guide, il a été finalement publié 12 ans après la première mise en œuvre de Scrum, mais le guide ne date que de 2019.
Et un autre événement qui a eu lieu l'année dernière, en novembre, ça a été la dernière révision de ce Scrum Guide. Alors, certains disent que Scrum a vendu son âme au diable. Ça peut être un sujet de discussion. On n'évoquera pas beaucoup plus cette révision, si ce n'est de dire que c'est une énorme simplification et puis la mise en place de commitment pour chacun des rôles dans Scrum, ce qui est quelque chose de très important et qui n'est ni plus ni moins qu'une réflexion de ce qui existe réellement dans les équipes Scrum. Si on avance un petit peu, je vous ai parlé du manifeste craftsmanship. L'agile, historiquement, c'est de l'IT, c'est du développement logiciel. Du développement logiciel orienté vers la valeur délivrée aux clients, aux utilisateurs. L'arrivée de Craftsman, finalement, ça a été imbriqué dans le manifeste agile une autre composante qui est la qualité du développement. Si je le dis autrement, si on a de la valeur délivrée aux utilisateurs et de la qualité, on a des produits, on a une entreprise qui va être résiliente dans le monde qui est le nôtre, le monde VUCA, volatile, incertain, et ainsi de suite. Si on avance encore un petit peu, un petit état de l'agilité, justement, donc issu du rapport State of Agile 2020, les tendances qu'on voit clairement se dessiner, Scrum perd un petit peu du terrain. Donc, si on regarde Scrum et Scrumban, on est à 68% de projets agiles ou en tout cas d'équipes agiles qui travaillent avec du Scrum. On a l'extreme programming à 1% seulement. Je vois pas apparaître Kanban, par exemple. L'autre élément important à retenir dans ce rapport, c'est que l'agilité est clairement sortie de l'univers IT et de l'univers du développement logiciel, avec finalement seulement 60% des équipes qui sont issues de l'univers IT ou de l'univers du développement logiciel. Pour l'anecdote, il y a un jardinier qui gère son jardin en Scrum, mais on pourra en parler aussi sur les questions si vous le souhaitez. Si on avance encore un petit peu, du coup, les questions qui nous taraudent avec Alexandre et auxquelles on va pas nécessairement répondre, mais en tout cas essayer de vous les poser, c'est moi ce qui me dérange au quotidien en tant que coach, c'est Scrum est-il la réponse à la question universelle? Ma réponse à moi, elle est clairement non. C'est une des réponses, une des composantes de l'agilité. Et pourquoi clairement non? Parce que Scrum est un cadre finalement qu'on assimile à l'agilité. Et derrière, c'est un cadre qui va permettre de gérer des lots, des itérations, des sprints. Moi, ma réflexion, c'est toujours de me poser la question avec une équipe, est-ce que vous gérez un flux où là, on va avoir une méthode de type Kanban qui sera peut-être potentiellement plus intéressante, ou alors est-ce que vous gérez effectivement des lots? Et là, Scrum est totalement adapté. Un petit hashtag pour l'extreme programming, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'il est largement sous-exploité et que finalement, ça fait le lien entre le craftsmanship et l'agilité et que c'est peut-être le meilleur moyen de fonctionner quand on gère du batch. Voilà pour la brève introduction historique. Mais finalement, Alexandre, on en est où sur le manifeste agile? Alors, le manifeste agile, on est là pour ça aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'il est sorti. Alors, un petit peu d'histoire, tu l'as rappelé, Marc. Nous, on voulait juste vous remettre un screen du site actuel. Donc ça, c'est pas une version du site 2001 de l'Agile Manifesto. C'est vraiment une version d'aujourd'hui. En fait, il n'a pas bougé d'un iota. Entre février 2001 et avril 2021, il n'a pas bougé. Alors, je suis peut-être un peu médisant. Il y a quand même eu une évolution sur le site. C'est le passage de HTTP à HTTPS, si on peut considérer ça comme une évolution. Mais en tout cas, dans le fond, rien n'a bougé. Donc ça, c'est le premier constat qu'on fait avec Marc sur ça. Alors, on se dit, en 20 ans, on a peut-être eu des évolutions ou des révolutions. Et du coup, on voulait vous montrer qu'effectivement, il y a eu des courants de pensée un peu divergents, etc., qui ont poussé à droite à gauche. Donc, on va vous les présenter très rapidement. Alors, le premier, il s'appelle Heart of Agile. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler. Ça a été initié par Alistair Cockburn. Alors, si ce nom vous dit quelque chose, c'est pour une raison, parce qu'en fait, c'est l'un des signataires, c'est l'un des 17 signataires du manifeste agile en 2001. Alors, pour la petite histoire, en 2001, Alistair, lui, voulait pas forcément le mot agile. En fait, lui, il était plus pour le mot adaptive. Bon, après, démocratie oblige, ils ont adopté quand même le mot agile. Mais finalement, Marc, on était à 2 doigts de s'appeler, que l'événement s'appelle Avril Adaptif, finalement. Ça sonne un peu moins bien, donc finalement, heureusement que ça soit agile, qui a été choisi. Pour revenir sur le cœur de l'agilité, du coup, le mouvement lancé par Alistair, on pourrait le résumer en 4 verbes, en 4 principes: collaborer, livrer, réfléchir et s'améliorer. En fait, Alistair, lui, ce qu'il a observé, en tout cas, c'était qu'en fait, il y avait 3 grandes étapes dans l'agilité depuis ses lancements, on va dire. Donc, en 1990, on a commencé à apprendre des choses, à observer des choses, mais par contre, on l'a tous fait un petit peu dans notre coin. 2001,
Ils ont fait un merge, grosso modo, ils se sont mis tous ensemble et ils ont sorti l'Agile Manifesto que vous connaissez et qu'on connaît tous aussi. Et vers 2015, et c'est encore valable en 2020, il s'est dit, là, il faut par contre une touche de simplification, parce qu'en fait, selon Alistair, l'Agile est devenu trop décoré. Et là, je le cite, gratter ces décorations pendant 1 minute et retourner vraiment au centre de l'agilité. Donc, le but de ça, c'est vraiment revenir à des choses simples. Et en fait, ces 4 verbes sont là pour ça. Et Alexandre, en fait, quand tu parles de simplicité, il faut rappeler que faire simple, c'est toujours super compliqué. Et qu'Alistair, il fait un énorme travail pour essayer justement de gratter ce superflu et pour arriver à l'essentiel. Exactement. Et ce constat, en fait, ça a été partagé par d'autres. Alors là, c'est par exemple Joshua Kerievski qui a lancé, lui, le moderne agile. Alors, en fait, là, nous, ce qu'on a observé avec Marc, alors, moi, depuis quelques années, c'est qu'en fait, il y a des courants différents qui se mettent un peu à droite à gauche, comme si les gens avaient envie de relancer un peu le mouvement pour alors exister ou autre. Par contre, la manière dont a été lancé Modern Agile, elle est un petit peu différente du constat d'Alistair. En fait, Joshua Kerievski, en fait, il a récupéré, en fait, il a vraiment construit son mouvement en fonction de règles qu'il a reçues. Et en fait, il a entendu des phrases qui peuvent paraître anodines, mais que vous avez tous entendues. C'est on fait du Scrum adapté. Moi, je fais de l'agile, mais par contre, je fais de l'agile un peu hybride. Je fais de l'agile, mais à moitié. Enfin, voilà. En fait, lui, il a récupéré tout ça. Il a dit, OK, en fait, là, ça part un peu dans tous les sens. Moi, j'aimerais bien remettre une touche de modernisation dans, finalement, ces préceptes agiles-là. Et en fait, là, on est encore sur 4 valeurs, finalement. Alors, ce n'est pas les mêmes qu'Alistair, c'est écrit différemment, mais vous verrez que dans le fond, c'est un petit peu pareil. C'est le slide juste d'après, où là, je vous montre qu'en fait, il y a effectivement le cœur de l'agilité, Modern Agile, mais il y a aussi Agnostic Agile, Agile Rocket, donc toutes des choses comme ça qui sont venues un peu à droite à gauche, mais qui finalement, et ça c'est notre conviction avec Marc, qui finalement reprennent le manifeste agile, ni plus ni moins, en le modernisant et en excluant certaines parties, dont la notion d'IT. Parce que c'est vrai que dans le manifeste, tu l'as très bien dit Marc tout à l'heure, il y a vraiment la notion d'IT, de logiciel. Là, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'en fait, on ne parle jamais d'IT dans ces nouvelles méthodes, comme si, en fait, on voulait effacer vraiment tout le superflu pour revenir vraiment à quelque chose de très simple. Sous-entendu, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je suis Scrum Master, mais j'aime pas forcément le mot Scrum, c'est parce que pour moi, l'agilité, c'est pas Scrum, et Scrum, de la même manière, c'est pas l'agilité, en fait. Par contre, ouais. Alexandre, juste, tu peux revenir sur la slide précédente. Moi, il y a un truc important à mon sens, tu montres Agnostic Agile, Agile Rocket. Je suis sûr que si on creuse, on a 36 000 mouvements qui apparaissent avec à chaque fois un nom derrière. Moi, ce que j'aime bien dans Agnostic Agile, finalement, c'est un petit peu la mouvance dans laquelle on est. Et ça ressemble un petit peu au sermon d'Hippocrate de l'agiliste. C'est moi, je suis un agiliste convaincu et voilà ce que je déploie. Et ce que je déploie, c'est pas du Scrum. C'est effectivement tout l'état d'esprit qu'il y a derrière et qui a été écrit dans le manifeste original. Exactement. Et si on fait l'exercice, effectivement, tu parles de manifeste original. Si on prend l'exercice Modern Agile, manifeste agile, en fait, c'est quand même assez simple de faire, de relier chaque valeur à l'autre, même avec une quinzaine d'années d'écart. Par exemple, la collaboration client, on pourrait avoir la valeur rendre les gens fantastiques sur le Modern Agile, etc., etc. Ce qui est important de retenir, en fait, c'est que on retrouve dans tous ces mouvements le chouari, en fait. Du coup, apprendre, trouver des nouvelles approches, et vraiment la culture du droit à l'erreur, etc., etc. Ah, aller plus haut, Tina Arena. Alors, je suis particulièrement fan. J'aime bien Tina Arena. J'adore Sandra Bullock aussi pour l'anecdote. Ceci étant, aller plus haut, tu nous parles d'agilité. Alors, on le sait globalement tous. Alors, on voit beaucoup l'agilité au niveau opérationnel, au niveau des équipes en charge d'un produit. J'ai dit qu'on mettait de côté l'agile à l'échelle. L'agile à l'échelle, c'est finalement une forme d'agilité pour l'organisation et au-delà de l'organisation. Mais finalement, si on regarde un petit peu plus haut que les équipes, qu'est-ce qu'il en découle pour la mise en place d'une entreprise agile, d'une organisation agile et d'une stratégie agile? Effectivement, en fait, l'agilité, c'est pas juste des équipes agiles qui font des délits, qui mettent des post-it au mur, etc., etc. En fait, on va avoir plusieurs niveaux d'agilité. Donc, effectivement, il y a un côté opérationnel, comme tu le disais, Marc, mais il y a aussi un niveau stratégique. Alors, sur le côté opérationnel, finalement, notre conviction avec Marc, c'est que c'est simple. En fait, aujourd'hui, donc ça fait 20 ans que le manifeste est sorti, finalement, ce côté expertise,
on l'a déjà. Finalement, c'est des processus adaptés aux différentes équipes agiles qui fassent du Scrum, du Kanban, de l'XP, etc., etc. Finalement, tout ça, c'est des pratiques assez simples à mettre en place et qu'on maîtrise. Ce qui est important quand même de souligner, c'est que finalement, plus les équipes vont mettre en place ces processus et ces pratiques simples, plus elles vont faire émerger une culture agile, tout simplement parce qu'on est dans un cycle d'amélioration continue et on va se baser aussi sur l'expérience et le vécu de ces équipes pour s'améliorer. Par contre, la culture agile, finalement, on verra que c'est pas que sur le plan opérationnel, et bien loin de là, c'est que effectivement, je vous le disais, il y a plusieurs niveaux d'agilité, et en fait, là, on arrive sur l'agilité finalement stratégique. Alors, le premier point, on a voulu remettre des mots qui fâchent, entre guillemets, en tout cas dans peut-être les équipes opérationnelles, des mots qui font un petit peu peur. Donc là, je vous ai mis budget, deadline, ressources, pour ne citer que, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, tout ça, c'est des mots qui sont décidés sur une stratégie globale et par contre qui vont être répercutés dans les équipes opérationnelles. Donc tout ça, c'est des choix qui sont faits en haut et en fait qui sont répercutés en bas. Par exemple, si on place des deadlines, forcément, on va mettre un petit peu de pression sur les équipes opérationnelles. Il y aura peut-être un petit peu moins de transparence, il y aura peut-être un petit peu moins de franchise, etc., etc., au niveau des équipes opérationnelles. Et on voit que finalement, les valeurs de l'agilité vont tomber une à une si le top management n'insuffle pas une culture adéquate, et en tout cas ici sur une culture par rapport à l'agilité. On pourrait résumer ça en un courant, ce serait « think globally, act locally ». Alors, je reviens sur ce monsieur Alistair Cockburn. Finalement, il a trouvé un moyen assez simple de savoir si votre entreprise a insufflé une bonne culture de sécurité, agile, etc. En fait, il s'est dit, est-ce que vous pouvez annoncer une mauvaise nouvelle à votre chef, à votre directeur, à votre directeur de projet, etc., etc. Donc là, en fait, il y a deux scénarios possibles. La réponse est oui, je peux lui annoncer quelque chose. Donc là, ça veut dire que vous êtes déjà finalement dans un mindset qui est bon, parce qu'en fait, vous savez qu'en lui disant la mauvaise nouvelle, il va être dans la recherche de solutions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un sentiment de sécurité psychologique qui est déjà installé, donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, on a aussi des personnes qui se disent « Ah non, moi, je ne peux pas annoncer une mauvaise nouvelle à mon chef. » Du coup, on va avoir un réflexe humain et on va reculer le moment où on va lui faire l'annonce, en fait. Donc ça, on va le mettre dans une situation inconfortable. Et là, à partir de ce moment-là, par contre, vous pouvez vous dire « Ok, on n'est peut-être pas dans le bon mindset, en tout cas pour avoir un contexte agile. » Donc tout ça pour dire quoi? C'est que les choix et la culture insufflée en haut se répercutent dans les équipes opérationnelles en bas. Et ce contexte de sécurité psychologique, de droit à l'erreur, etc., en fait, ça doit être insufflé depuis le top management. Dit autrement, si je reste un petit peu sur le top management, la tendance, elle est quand même à la prise en compte de l'agilité, y compris à des niveaux stratégiques d'entreprise. Ça reste émergent. J'ai vu très peu d'entreprises dont les comités de direction étaient capables de dire allez, on bascule vers une culture agile, y compris au-delà de l'IT, c'est-à-dire de comprendre ce que ça voulait dire derrière. Et c'est l'un des défis qui nous attend, c'est que tu l'as dit, opérationnellement, il y a des expertises, il y a des pratiques qui sont installées et ainsi de suite, mais la démultiplication avec l'agile à l'échelle, pardon, et d'autres méthodes du type industrialisation de l'agilité doivent entraîner de toute façon un alignement de la stratégie d'entreprise avec les objectifs, les jalons, les milestones qui vont arriver au niveau des équipes pour éviter justement qu'on ait des ronds qui doivent rentrer dans des carrés. Exactement. Et ça, on pourrait presque le schématiser avec ce que je vous affiche ici. Finalement, il y a 20 ans, il y avait une culture projet qui était très imprégnée. Finalement, on savait qu'on devait faire un logiciel bien défini. On se disait, bah voilà, on va estimer le temps on va estimer en combien de temps on va le faire et combien de personnes il nous faudra pour réaliser ça. Aujourd'hui, en 2020, force est de constater que tout ça a changé et que les périmètres sont de plus en plus mouvants. On ne peut plus se définir un périmètre X mois à l'avance. Et pour ça, on doit adapter aussi notre culture d'entreprise, insuffler une culture agile. Et effectivement, tu l'as très bien dit, c'est
L'agilité opérationnelle, on maîtrise, on sait faire. Par contre, l'agilité stratégique, c'est peut-être là un petit peu le challenge finalement de demain pour réussir à vraiment inverser ce fameux triangle pour fixer nos ressources et nos temps et estimer nos périmètres et adapter nos périmètres aux meilleurs besoins du client. Tout ça, finalement, c'est la culture produit. Ok, tu as fait un bon état des lieux, on a vu l'historique. On est parti du principe que le manifeste avait 20 ans, qu'il méritait peut-être d'être dépoussiéré ou au moins son site internet. Mais finalement, est-ce que ce qui a été écrit il y a 20 ans, c'est toujours d'actualité, ça fonctionne toujours? On a réfléchi avec Alexandre. On va vous proposer une forme d'avril Gilles Manifesto, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais on peut vous proposer quelques trucs. Donc, 4 conseils en fait pour être agile et pas retomber dans le faire agile, c'est-à-dire, encore une fois, faire rentrer des ronds dans des carrés. Le premier conseil, ouais, les outils, les processus, c'est super, il en faut, on est bien d'accord, mais pensez quand même toujours à valoriser les individus et leurs interactions. Le meilleur moyen de résoudre un problème, c'est d'être capable de l'exprimer et d'être capable de mettre les gens autour de la table pour apporter une solution à ce problème. Ma grand-mère était très intelligente, elle le disait déjà. Un petit conseil numéro 2 sur le sujet. Oui, il faut de la documentation. Alors, si je parle de l'IT, il faut de la maintenabilité. Si je parle de structure commerciale, ça va être effectivement définir des processus commerciaux, les écrire et respecter à la lettre, tomber sur tous les cas un petit peu particuliers et continuer à les écrire. Mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un produit qui va marcher. Non. Troisième conseil, j'ai des contrats en béton armé. Je peux pressuriser mes prestataires parce qu'ils ne tiennent pas la deadline, parce que la qualité n'est pas au rendez-vous et ainsi de suite. Mais finalement, le vrai but, c'est d'être capable à chaque fois de collaborer avec son client ou son partenaire pour réussir à délivrer la valeur attendue. Savoir à qui la faute, parfois, c'est nécessaire, mais le plus important, c'est d'aller chercher la solution. Et puis enfin, oui, vous avez des plans, on a tous des plans, on a tous eu des plans jusque février, mars 2020. Force est de constater que beaucoup de plans se sont écroulés, qu'il a fallu refaire les plans et que on fait quoi du changement du coup? Et avec ces 4 conseils, moi, la conclusion que je peux apporter, c'est que le manifeste agile tel qu'il a été écrit avec sa spécificité IT, il reste valable pour bien définir ce qu'est l'état d'esprit agile et il doit rester l'un des fondamentaux qui vont permettre derrière d'aller construire des véritables entreprises avec une culture à la fois agile et produit. Du coup, on revient sur le vieux pot égale bonne confiture, hein, Alexandre. Le manifeste reste tout ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, j'ai rajouté un élément qui est utiliser votre cerveau. C'est bien de lire des choses, c'est bien de se dire on va transformer ça en processus, c'est bien de considérer que Scrum est une méthode alors que c'est un cadre. Mais voilà, posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous gérez et quel est le meilleur moyen de l'améliorer dans un format. Alors, tu as parlé de Chouari, on peut parler de route Deming avec le plan do chaque acte. La finalité, c'est apprenez par petits pas et les solutions qui ont fonctionné chez le voisin peuvent fonctionner chez vous, mais vous êtes peut-être dans un contexte totalement différent qui va faire que les solutions qui ont été proposées, d'un autre côté, ne vont absolument pas fonctionner dans votre contexte. Donc, le manifeste agile, moi, je vote pour, mais on va se poser la question ensemble, Alexandre, du coup. Moi, j'ai tendance à dire, il y a seuls les chefs de projet et les voyants qui sont capables de prédire l'avenir. Je déteste jouer à cet exercice. Mais Alexandre, si tu devais regarder l'avril de l'agilité dans les prochaines années, pour toi, c'est quoi? En fait, pour moi, il y aura vraiment une part essentielle qui va être mise au niveau de la composition, justement, opérationnellement, des équipes agiles. Alors, il y a 20 ans, on attendait peut-être des hard skills, des développeurs qui soient très, très forts dans une techno particulière. J'ai tendance en tout cas, avec mes observations, mon vécu, etc., j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, effectivement, on attend de développeurs qui sachent coder dans une techno particulière, mais surtout, ce qu'on attend en plus, c'est surtout l'état d'esprit. Être sûr qu'ils pourront s'intégrer dans un contexte agile aussi bien opérationnellement parlant que stratégiquement parlant, parce que c'est vrai qu'avancer avec des gens qui ont un bon état d'esprit, dans un bon contexte avec une culture entreprise qui est mise sur l'agilité, c'est vrai que c'est quand même très agréable au quotidien. Ouais, de toute façon, on le sait, toi et moi, on est particulièrement alignés autour de ça.
Je le redis, pour moi, faire de l'agilité, c'est un premier pas dans le Chouari, mais derrière, l'objectif, c'est d'être agile, parce que c'est là où on va libérer tout le potentiel des équipes, qu'elles soient opérationnelles ou effectivement qu'elles soient à un niveau plus stratégique. Si je le dis encore autrement, mettre en œuvre une véritable culture agile, une véritable culture produit, ça va permettre de faire basculer l'entreprise d'un mode réactif à un mode proactif. Et en ce moment, force est de constater que le mode proactif a largement plus de chances de s'en sortir que le mode réactif. Voilà, c'était notre conclusion pour la partie présentation. On veut laisser beaucoup de place aux échanges, donc n'hésitez pas, les questions, vous pouvez les poser dans le chat. Moi, je vais vous proposer, alors Géraldine, laisse-moi encore 2 petites secondes. On va passer à la partie questions. Avant, dans la droite lignée des agilistes, on va se faire un rôti. Alors, un retour sur le temps investi. Vous venez de consommer une demi-heure à nous écouter. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Le truc qu'on va faire aujourd'hui, ça va être, pour le coup, de se faire une saule-meunière. Soyons fous, c'est le 1er avril. Donc, je vous propose un petit sondage dans l'onglet sondage. Hop, le voilà qui apparaît, je vous laisse voter. Donc, vous auriez préféré être confiné, une petite nageoire pour nous. Vous vous attendiez à beaucoup plus, 2 petites nageoires, mais vous avez quand même découvert 2, 3 choses. 3 petites nageoires, c'était top, c'était exactement ce que vous attendiez. On va passer à 4 nageoires, vous avez appris quelques trucs et puis c'était sympa, merci. Merci Alexandre, merci Géraldine, merci Daveo. Et puis les 5 nageoires, c'est Steven Spielberg n'a qu'à bien se tenir. En fait, on n'a même pas zappé pour aller regarder l'épisode 4 de Star Wars, qui est, comme tout le monde le sait, le meilleur épisode du monde de Star Wars et des films de science-fiction. Après, Retour vers le futur. Je vous laisse voter. C'est pas un vote école des fans. Vous pouvez très bien nous mettre 1, 2 ou 3. 3, c'est génial. Et puis 4 et 5, bien évidemment, si on a été exceptionnel. Vous pouvez mettre un 5 juste pour la casquette de Retour vers le futur si vous le souhaitez. Ça grimpe. Beaucoup de réponses au sondage. Merci en tout cas Marc et Alexandre pour la première partie du webinaire et pour cette présentation. Léa aussi vous a mis pour ceux qui souhaitaient télécharger le livre blanc, vous avez dû voir un petit call to action qui vous a été proposé. N'hésitez pas après le sondage à venir poser vos questions dans l'onglet qui est dédié. On a fait exprès de faire une présentation plutôt courte puisque je vous l'ai dit en intro, nous l'objectif c'était de transmettre notre passion et partager. Et donc, on ne partagera jamais mieux qu'en répondant à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Ok. Eléa, tu vas nous rejoindre parce que c'est mieux d'être à 3. Bonjour. Yeah! Hello Eléa. Alors, on va commencer avec une première question. Donc, ce qui a été présenté actuellement était valable jusqu'en février 2020. Et avec la pandémie, qu'est-ce qu'on peut garder et donc appliquer? Ok. Alors du coup, déjà, très bonne question parce que c'est quelque chose. C'est une situation dans laquelle on s'est tous retrouvés l'année passée. En fait, j'ai envie de dire, il y a 2 cas de figure. C'est les équipes et les organisations qui étaient déjà agiles, entre guillemets, ont fait ce passage en remote, etc., de manière plus aisée que les autres, parce qu'en fait, il y avait déjà des valeurs qui étaient inculquées. Alors, par exemple, la transparence. Je sais que quand on travaille en remote, on n'a pas forcément les yeux sur tous les collègues, etc. Donc là, il faut beaucoup de transparence. Donc ça, c'est un exemple simple. Donc, je pense que ma conviction, c'est ceux qui étaient bien préparés. Alors, c'était peut-être pas idéal, mais en tout cas, ils l'ont vécu de manière sereine. Ceux, par contre, qui n'étaient pas préparés et qui n'avaient pas du tout cette culture de l'agilité, cette culture du droit à l'erreur, cette culture de la transparence, de la sécurité psychologique, là, pour eux, je pense que ça a été beaucoup plus difficile, par contre. Ouais, bien évidemment, encore aligné. Il va falloir un jour ou l'autre qu'on se fight un petit peu, Alexandre. Il va falloir qu'on s'y mette. Il y a clairement, il y a ceux qui avaient déjà commencé cette transition, même pas nécessairement terminée, mais qui avaient compris effectivement ce qui se cache derrière l'agilité, au-delà du process et des outils. Moi, j'irais même un petit peu plus loin. On a vécu alors un télétravail forcé dans nos métiers. D'autres pouvaient pas se le permettre. La finalité, c'est de dire le manifeste, il a 20 ans. À l'époque, on parlait pas de Zoom, Teams, Google Meet et ainsi de suite. Mais finalement, quand il parlait de se voir régulièrement et à intervalles réguliers, on est capable
avec la technologie actuelle de le faire. On est capable de le vivre plutôt simplement. Maintenant, ça nécessite encore une fois que les fondamentaux soient là, d'où l'importance des facilitateurs, Agile Master au sens large, qui vont pouvoir aider les équipes à garder les interactions. Mais je pense que ce qui était valable en février 2020 le reste. Malgré tout, l'univers a évolué. Ok, nouvelle question maintenant. En parlant de chef de projet, comment peut-on intégrer ce rôle dans un cadre agile, notamment Scrum? Allez, j'y vais, Alexandre, tu vas? Vas-y. Ok, le chef de projet, alors j'ai rien contre. J'ai joué le rôle. Je félicite en fait toutes les personnes qui jouent ce rôle parce qu'il est très compliqué et je le redis, on demande de prédire des choses qui sont imprédictibles. Le rôle de chef de projet, il doit forcément évoluer. Je suis allergique au projet agile, par exemple. Donc, s'il n'y a plus de projet, il n'y a plus de chef de projet. Si on regarde dans l'agilité, on peut se dire que une partie des attributs du chef de projet vont plutôt aller au PO, une autre partie vont plutôt aller dans la facilitation avec le Scrum Master, avec la connaissance des éléments. Et je reviens directement à Scrum forcément. En tout cas, le facilitateur, restons neutres. Et puis une autre partie, et c'est ça la grosse révolution, c'est qu'elle revient à l'équipe directement. Et c'est ça qui a changé. Je vais pas vous faire le coup des générations X, Y ou Z, mais à un moment, recomprendre le sens, redonner de l'engagement, ça passe aussi par être capable de lâcher prise sur la prise de décision. Et j'ai tendance à dire, le rôle de chef de projet est sans doute voué à disparaître dans les entreprises ou dans les organisations de type agile. J'ai pas de problème à avoir un leader produit, un product manager, par exemple. Et on n'en est pas loin, en fait. Dès on va plutôt passer d'un mode contrôle à un mode leadership. Et du coup, en complément de Marc, c'était un petit peu la slide qu'on affichait du coup avec les deux triangles. En fait, ta question, elle rejoint directement ça. C'est finalement, on passe d'une culture projet où là, effectivement, on a un cadre défini et du coup, effectivement, on a un rôle associé, le chef de projet, à une culture produit où là, en tant que tel, le chef de projet n'existe plus ou en tout cas est dilué, comme tu disais, Marc, sur plusieurs autres rôles. Mais effectivement, product manager, par exemple, ça pourrait être une alternative, etc. Mais au-delà du rôle, pour moi, c'est plus la culture qui est en cause ici. Et qu'il faut adapter du coup. Next, qu'est-ce qu'il manquerait aujourd'hui à l'agilité selon vous? De conquérir le monde. Moi, rien en fait. Alors pour le coup, je vais y aller, mais en fait, ce qui manque à l'agilité, c'est que les gens prennent leur cerveau pour comprendre ce qui a été écrit. C'est pas quelque chose qui s'applique à la lettre, c'est quelque chose qui se vit. Ceux qui me connaissent savent que ma maison est un minimum viable product. Je peux vivre dedans, mais j'ai encore plein de travaux à faire. C'est vraiment une forme d'état d'esprit avant tout. Je peux pas dire qu'il manque quelque chose. Ce qui manque peut-être, c'est la compréhension, c'est les mots qu'il y a derrière. Les mots ont été fortement choisis. Donc, par exemple, la traduction française du manifeste agile me dérange toujours un petit peu. Alors là, on est sur une conférence en français, on l'utilise en français, mais revenez aux sources, regardez bien les mots en anglais. Ils ont des sens, ils ont des doubles sens, ils ont plein de choses à apporter. Donc non, je pense qu'il manque rien, si ce n'est une meilleure compréhension de ce que ça veut dire. Alors pour moi, il manque une chose pour le coup, et je dirais en fait du temps, parce qu'en fait, je pense qu'il faut accorder du temps aux équipes, alors aussi bien stratégique qu'opérationnel là pour le coup. En fait, j'ai envie de vous dire, essayez, plantez-vous encore, mais plantez-vous mieux la prochaine fois. Essayez des choses, et puis c'est vraiment ça. Et je pense qu'en essayant, alors, on va peut-être se planter, mais on va se dire ah ouais, mais du coup ça avait plutôt bien fonctionné. Et itérativement, en fait, un petit peu comme des itérations de Scrum, finalement. Vous allez trouver le mode qui vous convient. Je dirais du temps, en fait. Merci. Prochaine question. Certaines entreprises se disent agiles, mais sans agilité stratégique. Quels pourraient être les leviers d'action pour qu'elles en prennent conscience et qu'elles puissent évoluer? Allez, Alexandre. J'aurais préféré te la laisser, celle-ci. Ok, allez, je prends avec. Alors, la réponse point Godwin, plus de femmes aux commandes des entreprises.
Ça sera la version courte. Non, je pense que moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir chez un client où en fait le PDG avait compris ce que voulait dire l'agilité et il avait transformé ses COMEX en des vrais ateliers de travail en collaboratif. Donc c'est de la mise en place de formats vraiment disruptifs plutôt que d'avoir une somme de personnes qui sont passives sur les réunions et qui viennent avec leur laptop pour répondre à leurs mails tout en écoutant d'une oreille. C'est transformer tous ces temps d'échange en vrais temps d'échange, transformer les réunions en vraies réunions. C'est un art, la réunion. Pensez aux facilitateurs de la réunion, aux maîtres de cérémonie, par exemple. Je pense que on peut mettre autant qu'on veut en place l'agilité opérationnelle. Si à un moment donné, il n'y a pas une prise de conscience que ce mouvement, il va avoir un impact fort sur la culture d'entreprise, en fait, la transformation ne sera jamais complète et on va se retrouver avec devoir encore une fois, avoir des objectifs stratégiques à un moment donné. Alors, si je vais dans Safe, par exemple, on devrait avoir des formats d'épiques, des initiatives à tester. Mais en fait, je vais avoir des objectifs stratégiques qui sont quasiment perpendiculaires par rapport à la manière dont les équipes veulent travailler et veulent travailler parce qu'elles sont plus performantes comme ça. Et du coup, toujours une forme de transformation, de transcodification entre ce qui est demandé par le top management et la manière dont ça va être réalisé et le timing dans lequel ça va être réalisé au niveau opérationnel. Effectivement, ta réponse, du coup, m'a un petit peu plus inspiré que tout à l'heure. C'est vrai que finalement, pour une bonne transformation, effectivement, il y a des entreprises qui se disent agiles. Ce qui est super important, et c'était un point d'une slide, c'était que en fait, la transformation, elle doit se faire des deux côtés. Je pense que les grands chefs d'entreprise qui pensent que la transformation ne vient que vers le bas, en fait, ils vont vite se retrouver à un plafond de verre. Et la transformation doit vraiment se faire en sandwich, en fait, entre guillemets, vraiment les deux en même temps. Et n'hésitez pas à ce que le côté stratégique organisationnel, vraiment top management, se fasse aussi accompagner. On met des coachs agiles dans les équipes opérationnelles. Finalement, on pourrait très bien aussi avoir des coachs agiles sur le côté organisationnel et stratégique. Ouais. Nouvelle question qui met justement en avant le top management. Comment travailler dans une démarche agile lorsque le top management impose une rigidité et lorsque les priorités et les timelines sont figées? Là, du coup, on retombe typiquement dans la slide avec le triangle où effectivement on a nos délais qui sont fixes. Le périmètre qui est fixe et voilà où on ne sait pas trop quand on va finir. En fait, en imposant des choses comme ça, le top management, en fait, il restreint le périmètre d'action d'une équipe qui se veut agile au fur et à mesure, en fait. Et un conseil qu'on pourrait donner, ce serait peut-être parce que souvent il y a un monde entre les équipes opérationnelles, du coup, par exemple, un développeur ou un testeur et le très 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 grand chef. Essayons de diminuer cette latitude en fait entre ces deux mondes-là, aller sur le terrain, voir ce qui se passe et comprendre aussi que les choix qui sont faits en haut ont des répercussions fortes en bas. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'observe, par exemple, au quotidien aussi. Et c'est vrai que pour moi, ça pourrait être un levier, en tout cas. Ouais, je partage complètement. En complément, moi, il y a une conférence que j'étais allé voir à Agile Grenoble qui est si à 40 ans t'es pas manager, t'as raté ta vie, qui était super, qui est disponible en replay d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a aussi un autre problème, c'est que on est dans un cercle un peu vicieux. C'est pour progresser en termes de salaire, soyons bassement matérialistes. Pour pouvoir progresser en termes de salaire, à un moment, il va forcément falloir passer sur des couches managériales avec une volonté de gérer de plus en plus de monde. Et ce côté gérer de plus en plus de monde, à un moment, ça a ses limites. L'expertise, elle est de moins en moins reconnue. Et ce qui est en train de se passer au niveau des développeurs, qui sont une ressource rare en ce moment, fait que justement, il y a aussi une trajectoire qui commence à se créer par là. Donc, si je le dis autrement, il faut réussir aussi à libérer les potentiels, que les gens qui s'éclatent dans de l'opérationnel aient des capacités à progresser et à grandir aussi. Ce serait déjà pas mal et ça éviterait aussi un autre effet que moi j'ai pu voir dans certaines entreprises, c'est vu qu'on a trop de managers, il faut créer des postes de managers. Et donc, tu te retrouves avec un manager pour deux managers, les deux sous-managers ont deux autres sous-managers, et finalement, tu crées des armées de Mexicains et tu perds le message entre la stratégie et l'opérationnel clair.
L'autre élément de réponse important, j'ai dit que je parlerais pas trop d'agilité à l'échelle, mais il y a quand même des bonnes réponses, notamment dans Safe. Le PI planning qui met en frontal les décideurs, la stratégie avec les opérationnels une fois toutes les 10 semaines pendant 2 jours. C'est une manière aussi justement d'avoir ce lien entre les différentes strates de l'entreprise. Et puis dernière chose, tu l'avais mis dans une de tes slides, Alexandre. Un stratège, il est là pour définir la stratégie, un opérationnel, il est là pour opérer, mais finalement, si on n'a pas les deux, ça va pas marcher. Et donc, halte à la micro-stratégisation des entreprises avec du micromanagement. Prochaine question. Comment faire de l'agile quand on a des partenaires qui ne le sont pas du tout? On les convertit. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a presque une partie de la réponse dans la question. Tu dis faire de l'agile avec des partenaires. Effectivement, si les partenaires en question font de l'agile sans être agile, mais en fait, on retombe sur ce qu'on a dit et c'est l'objet de notre presse. En fait, c'est s'ils appliquent des pratiques simples, mais sans avoir la culture, c'est vrai que là, pour eux, c'est compliqué. Et en fait, ils vont avoir l'impression de passer leur temps en réunion, faire des réunions qui ne servent pas à grand-chose, etc., etc. Et en fait, ils n'ont peut-être pas compris le but. En fait, tout simplement, ils ont peut-être besoin d'accompagnement. Après, je ne connais pas plus le contexte que ça, mais en tout cas, vu comment ils posaient la question, moi, c'est à ça que ça fait écho, en tout cas. Ouais, même chose. Des partenaires qui ne sont pas agiles, ils vont avoir des roadmaps qui vont être potentiellement un petit peu plus longues, ou en tout cas moins en réactivité par rapport à de l'agilité. C'est l'un des effets de l'agilité, clairement, sur le delivery de nouvelles fonctionnalités, par exemple. Ça veut dire qu'il faut être hyper vigilant avec eux et que tant qu'ils n'ont pas délivré leur fonctionnalité, vous ne pouvez pas commencer à développer la vôtre. Donc, à un moment, si vous n'avez pas ce que vous attendez d'eux de disponible, si je reste dans du Scrum, faites pas rentrer vos user stories dans votre backlog. En fait, ça sert à rien. Donc, c'est être capable d'avoir une prévision à un petit peu plus long terme avec eux. Et puis, quand ils sont prêts, vous vous lancez. Puis, éventuellement, vous changez de partenaire s'ils sont jamais prêts à temps. Quels sont vos conseils pour assurer au mieux une transition agile? De la culture. Moi, j'aime beaucoup les formats d'acculturation où en fait, tu vas commencer à poser des graines. Alexandre, tu l'as dit, ce qui manque dans l'agilité, c'est du temps. Alors, c'est ce qui nous manque à tous, donc bien évidemment. Mais en fait, être capable de poser ces graines et puis de voir qu'elles vont éclore d'ici 2, 3, 5 ans, c'est long pour une entreprise, mais malgré tout, on est sur de la mutation et sur de la mutation, on l'a dit sans le dire, mais de la mutation de culture personnelle. Donc, en fait, chacun doit faire son propre chemin au-delà de tout ce qu'il vit. C'est assez compliqué. Donc, en fait, il faut commencer le plus tôt possible à commencer à donner des éléments. Moi, c'est une expérience que j'ai vue. J'ai un client que j'ai accompagné et qui, 4 ans après, alors qu'on s'était engueulé à chaque réunion qu'on avait faite, on s'était toujours engueulé et on est toujours en opposition. 4 ans après, on s'est recroisés. En fait, il m'a juste dit merci. Il m'a dit j'ai compris il y a 1 an ce que tu m'as expliqué il y a 4 ans. Alors, c'est le côté frustrant un peu du métier de coach, mais on est sur du temps long parce qu'on touche à de l'humain. Et peut-être un deuxième élément de réponse, du coup, moi mon conseil, ce serait servez-vous aussi des pratiques. C'est vrai que là, du coup, on s'est plus ressenté sur l'état d'esprit en laissant un petit peu les pratiques de côté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des pratiques et il y a des cadres de travail dont vous pouvez vous servir pour justement rentrer dans cette culture agile-là. Alors là, vous allez appliquer des pratiques sans forcément être agile, mais en tout cas, ça va vous aider à démarrer une notion d'amélioration continue en disant, voilà, par exemple, je prends Scrum, je vais faire mes daily, je vais faire mes refinements, etc. Peut-être au sprint d'après, vous allez enlever une partie des refinements parce que vous n'y voyez pas l'intérêt. Le framework ne doit pas être les lettres d'or de votre organisation. Servez-vous de ce que vous avez besoin, observez ce qui se passe et puis améliorez-vous, quoi. Ouais, et pour lancer la transition, moi, je vais refaire un peu de pub, de com sur le sujet. Kanban. Kanban, c'est vraiment un outil hyper puissant. C'est une vraie méthode qui a l'énorme avantage de partir de la situation actuelle. Donc, en fait, vous allez pouvoir voir les problèmes au fur et à mesure apparaître visuellement sur votre board. Et du coup, derrière, vous allez être capable d'y répondre par petites touches
pour après partir effectivement sur du Scrum, de l'XP ou même en fait juste respecter le manifeste avec derrière Scrum, XP ou tout ça, derrière il y a juste un truc, c'est je planifie, je fais, je vérifie ce que j'ai fait et j'améliore mon processus. Une fois que vous êtes capable de créer cette boucle d'amélioration continue, vous avez tout gagné en fait. Pour continuer dans cette lignée, y a-t-il un conflit avec le contexte ou la culture française et l'agile? C'est une excellente question. Ok. Tu me la donnes celle-là du coup ou tu veux y aller? Vas-y, tu peux commencer, ça va peut-être m'inspirer comme tout à l'heure. Ok. Alors, la culture française, les cultures françaises, attention, on n'est pas sur quelque chose d'homogène. Donc, est-ce qu'il y a un conflit? Non. En revanche, ce qu'on peut quand même dégager d'à peu près général sur nos concitoyens, c'est cette forme alors, on est à la fois défaitiste au démarrage, ce qui nous donne une forme de résilience, et derrière, on est peut-être un petit peu plus long à démarrer, mais on rattrape très vite notre retard. Je vais vous donner un exemple qui parlera pas à tout le monde. Le Minitel, donc l'espèce de truc qui a existé à un moment, merci France Télécom, ça a été d'abord un énorme frein au déploiement d'Internet en France. Mais en fait, une fois que Internet est arrivé réellement, ça a été aussi son meilleur accélérateur parce que les gens étaient déjà habitués aux services télématiques. Donc, ce que je veux juste dire, c'est on est plus long au démarrage, on est un diesel, mais derrière, on y va et on est plutôt capable d'avoir des grands succès. Je t'embouche un coin, Alexandre. Hein. Ouais, franchement, c'est bien répondu. Si la confiance est clé, avez-vous des tips pour créer un climat de confiance en remote? Ouais, alors moi, ce que j'ai utilisé là pendant le confinement, c'est les cafés virtuels. C'est-à-dire, si vous avez un tout petit peu l'habitude de travailler sur un contexte agile, il y a beaucoup de choses qui se font alors à la machine à café. Moi, je dis toujours, hein, je suis pas au café, je suis en réunion. C'est peut-être parce que je suis une grosse feignasse, c'est possible aussi, mais dans tous les cas, ces temps de convivialité qui ont disparu, en fait, il faut les recréer. Moi, ce que j'ai cherché à faire, alors qui a été assez mal perçu pour le coup, mais qu'on a réussi à remettre en place sous une autre forme, c'est d'inviter 2-3 personnes à chaque fois sur un point. Alors, on utilise Microsoft Teams sur un point Teams de 15 minutes et puis on échange sur un sujet. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, dans ta vie d'équipe? Et ça, en fait, je pense que c'est la clé. On peut tirer sur la CNV. C'est à un moment savoir dans quel contexte sont les gens. Ça permet aussi de les aider, de travailler mieux avec eux et puis parfois de les épauler ou parfois de se faire épauler par eux. Et moi, je trouve que c'est ça la clé d'une entreprise. En fait, c'est un collectif. Effectivement, c'est ça. Et moi aussi, sur ma mission actuelle, du coup, j'ai des exemples comme ça où, en fait, au tout début, on était tous en remote et c'est vrai que quand on est tous en présentiel, bah voilà, la machine à café, c'est quelque chose de naturel. Là, on doit instrumentaliser finalement ces moments d'être tous ensemble, en fait. Et c'est vrai que ça peut paraître réverbatif de le faire au début, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'en fait, on peut très facilement passer une journée en remote sans se voir. Effectivement, là, ça donne pas forcément confiance. Quand, je sais pas, un product owner est en attente d'un test et qu'il n'a pas de retour pendant toute une journée, là, la confiance, elle se perd, en fait. C'est assez naturel. Donc, il faut vraiment maintenir ce contact-là, se donner les moyens de garder ce contact-là. Et même si on est en agile, la confiance, ça se gagne toujours. Du coup, c'est pas parce qu'on est en agile que la confiance est partout. C'est aussi quelque chose qui se gagne aussi dans les équipes. Ouais, et dans les autres tips, pour rappel, un mail, alors même chose, j'ai vu c'est quoi un Minitel, Astrid tire à voir sur les internets tranquillement à quoi ça ressemblait, mais faut bien se rendre compte que la manière dont on communique avec un mail, c'est l'équivalent d'envoyer un courrier papier. Donc il y a quelque chose de formel qu'on perd parfois dans le flot de mails quotidien qu'on peut avoir. Donc moi, le seul conseil que je puisse donner, c'est avant d'envoyer un mail, en fait, pinguer la personne sur votre Teams, votre Google Chat ou ce que vous voulez, votre Slack, je m'en fiche, voire SMS, WhatsApp, Pigeon Voyageur, vraiment utiliser les outils à dispo pour lui poser la question.
et chercher à écrire un mail de synthèse à deux. Enfin, il y a plein de techniques. Mais j'ai tendance à dire, pour être capable de gérer ce contact en remote, en fait, forcez-vous à générer du contact. Nouvelle question. On va d'abord terminer celle-ci. Comment mesure-t-on la réussite d'une transformation agile et quels sont les critères structurants de cette réussite qui peuvent être exposés aux demandeurs de cette transformation? Alexandre? Alors en fait, pour moi, la réussite, c'est presque comme la performance. En fait, la réussite, c'est une notion très vague et très floue. En fait, elle va être différente d'une équipe à une autre. En fait, pour moi, la première question à se poser, si on a réussi notre transformation agile, la première question, c'est qu'est-ce que vous attendez finalement de votre transformation agile? Quels seront les critères qui vont faire que vous avez réussi? Du coup, ça peut être des critères opérationnels, je ne sais pas, avoir plus de visites sur votre site web ou votre plateforme web, avoir plus de commandes, avoir plus de choses comme ça. Finalement, c'est vous qui allez décider les critères de réussite pour après mieux les mesurer. Du coup. Ouais, si on pousse un petit peu plus loin aussi, alors au niveau entreprise, au niveau stratégique et non plus au niveau produit, tu l'as dit, de toute façon, réussir, c'est quelque chose de subjectif. Donc, il faut être capable de définir ce que veut dire réussir. Alors là, pour renfoncer une porte ouverte pour ceux qui me connaissent, je suis allergique aux KPIs, très clairement. Intéressez-vous vraiment aux OKR, liez l'objectif avec des mesures qui ne serviront qu'à définir une tendance. Et donc, voilà, posez-vous la question de pourquoi vous le faites. Ayez un objectif à cette transformation. Cette transformation est un produit comme un autre. Donc, une fois que vous avez l'objectif, vous savez ce que vous allez en tirer et donc vous allez avoir les actions qui en découlent. Maintenant, je le redis, on est sur quelque chose qui va toucher d'une manière ou d'une autre à l'humain. Et donc, il n'y a jamais aucune certitude que cette transformation va fonctionner. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est des formats de type assessment, où là, on va pouvoir finalement mesurer une forme de distance entre votre culture d'entreprise et la culture agile et produit, et voir effectivement ce que ça peut donner. Après, dernier conseil, si ça fonctionne et qu'il n'y a pas de risque pour vous, je ne vais pas nécessairement vous dire faites de l'agilité pour faire de l'agilité, c'est mieux. Je le pense, mais peut-être que votre contexte est différent. Avec le risque qu'à un moment donné, vous vous retrouviez face, comme un Nokia par exemple, qui n'a pas vu les changements fondamentaux qui se passaient et qui a totalement disparu au profit de smartphones plus tactiles, du style l'iPhone. J'ai réussi à caser l'iPhone, je suis assez fier. Alors, dernière question d'actualité. Est-ce que vous auriez un conseil pour nos décideurs politiques actuels en termes d'agilité, bien sûr? Le premier, ça sera bon courage déjà. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai une petite anecdote. C'est vrai que hier, forcément, j'étais devant la télé pour écouter notre cher président. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il a dit une phrase finalement très agile. Il a dit on a essayé, on a observé, et puis on s'améliore. En fait, c'était juste pour l'anecdote. Alors, je ne vais pas me risquer sur ce sujet-là, parce que c'est des sujets qui forcément nous dépassent tous un petit peu. Et j'ai trouvé ça assez intéressant qu'ils soient aussi dans cette démarche-là, en fait. Je m'y risquerai pas beaucoup plus, si ce n'est que de dire, face à l'imprévisible, personne n'est tenu d'obtenir des résultats. Donc, à un moment, moi, j'ai senti différentes phases dans la manière dont ça a été géré. Il y a eu le moment de consternation qu'on a tous vécu, un confinement national, tout le monde enfermé, et puis quelque chose où on était vraiment en découverte de quelque chose de totalement nouveau. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu, comme tu l'as dit, des expérimentations, certaines qui ont réussi, certaines qui ont raté. Typiquement, on voit toute la polémique sur les vaccins. Oui, on est en retard sur la vaccination. Il y a eu des choix qui ont été faits. Un décideur, il doit décider, et puis quand il se plante, il doit être capable de renier sa décision pour aller dans autre chose, sans faire de politique du tout. Je trouve que effectivement l'exercice d'hier était plutôt dans la mouvance agile. C'est on a expérimenté, on voit ce que ça donne, et là, on change de braquet parce que on sent bien que ce qu'on a fait n'était pas suffisant. Je vais m'arrêter là parce qu'après ça va partir clairement en point Godwin. Non, hors de question. Alors, on a une dernière question. Faut-il vivre un sprint comme un sprint ou comme un marathon? Non, pardon. Alors là, désolé, mais c'est le genre de phrase que j'adore. Le sprint, il faut faire attention, c'est pas,
c'est le fait d'avancer à un rythme constant. Le terme d'itération, et d'ailleurs, il est utilisé dans Safe à la place de sprint, ce que j'aime beaucoup. Le terme d'itération est beaucoup plus adéquat parce qu'en fait, on ne va pas être surcherché à faire rapidement, à s'épuiser. Encore une fois, un sprint, enfin, une somme de sprint, une somme d'itération, c'est une vraie course de fond. C'est quelque chose qu'on va pouvoir soutenir éternellement. Donc non, surtout pas. Après, quand vous avez votre mise en ligne qui va se faire dans 15 jours, votre lancement produit dans 15 jours ou un gros événement que vous allez avoir à court terme, bien évidemment qu'il y a un peu de pression. Mais j'ai tendance à dire, pour terminer et revenir un petit peu sur le chef de projet, un jour homme n'a jamais été égal à un jour homme. Ou femme d'ailleurs, attention, ne faisons pas de sexisme. Donc voilà, à un moment, toutes choses ne sont pas égales par ailleurs. Moi, il y a des jours où je vais bosser beaucoup plus. Il y a des jours où je vais bosser un petit peu moins. Mais encore une fois, parce qu'il y a eu une certaine usure. Donc, et ce qui est assez surprenant d'ailleurs quand on constate, c'est les jours où je bosse un petit peu moins, c'est juste après les jours où j'ai vraiment dû bosser beaucoup. Donc, à un moment, on a une capacité, il faut être capable de la soutenir. C'est tout. Merci. Merci à tous en tout cas. Merci à Eléa pour avoir gardé le rythme soutenu des questions. J'ai calculé, vous avez posé une vingtaine de questions quand même. Et merci à Marc et Alexandre pour leurs réponses. On espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit, Avril Agile, c'est tous les jeudis du mois d'avril. À partir de jeudi prochain, donc du 8 avril, on vous proposera 2 webinars toujours gratuits par jour, un à 13h et un à 17h. Et Léa va vous envoyer le lien pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire à d'autres conférences, 1, 2, 3, 4, 7, 8, comme vous le souhaitez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous pouvez notamment nous envoyer des messages sur LinkedIn, par exemple. On est très souvent connectés, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez accéder à la programmation, comme vous l'a mis Léa, d'Avril Agile. On vous remercie tous pour votre participation, pour vos très nombreuses questions. On espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup aux speakers. Merci à Eléa. On vous souhaite un excellent après-midi ensoleillé. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.